continue avec les mesures en matière de contrôle et contentieux fiscal. La première mesure de la loi de finances pour 2022, c'est les sanctions en cas de dissimulation d'avoir à l'étranger. On sait que par principe, lorsqu'on a un défaut de déclaration de ses comptes et contrats financiers à l'étranger, on a des majorations de 80%. De plus, on aura une impossibilité d'imputer sur ces rappels nos déficits et réductions d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune immobilière qui n'ont pu être antérieurement imputés sur les revenus régulièrement déclarés. Donc c'est des sanctions qui vont être applicables à compter de l'imposition de revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022. On a également eu une décision du Conseil constitutionnel qui a décidé de la constitutionnalité de la procédure de taxation d'office des avoirs étrangers et sur lequel il n'y a eu aucune reconnaissance d'une méconnaissance justement d'un droit ou d'un principe constitutionnel, alors qu'on sait que le défaut de déclaration peut entraîner des sanctions très importantes jusqu'à la taxation d'office des avoirs au droit de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Mais le Conseil constitutionnel a décidé que ces sanctions étaient justifiées. On a également l'instauration de nouvelles sanctions en cas d'obstacle aux demandes lors d'une visite domiciliaire et la majoration des montants fixes minimaux de ces amendes encourues. Donc là, on va passer à des plafonds de 50 000 € lorsque l'obstacle à la visite domiciliaire a été constaté dans les locaux occupés par le contribuable suspecté, ou alors on va passer à 10 000 € dans les autres cas, mais relevé à 50 000 € lorsque l'obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant du contribuable. Et c'est des mesures applicables à partir du 1er janvier 2022. Toujours en matière de contrôle et contentieux fiscal, on a, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, la transposition de la directive DAC7, dont on va parler un peu plus tard dans la présentation de la loi de finances, et la mise en place de nouvelles obligations déclaratives à compter du 1er janvier 2023 pour les opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique. On a également la mise en place de nouvelles formes de coopération en matière de contrôle entre les agents de l'administration des finances publiques françaises et des autres États membres à partir du 1er janvier 2024, et notamment la possibilité de réaliser des contrôles conjoints, et enfin la mise en place d'obligations pour les institutions financières françaises de déclarer aux personnes physiques concernées que leurs données ont été transmises à l'administration fiscale et ont été envoyées aux autres administrations fiscales d'États ou territoires partenaires dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers. Toujours en matière de directive, là on n'est plus sur la DAC 7 mais la DAC 6, et cette transmission à la Cour de justice de l'Union européenne, cette question préjudicielle posée sur le fait de savoir si l'inclusion des avocats dans le champ des intermédiaires soumis à l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, donc qui sont prévus par cette DAC 6, donc cette obligation de mentionner à l'administration fiscale tous les montages agressifs en matière de fiscalité qui impliquent au moins 2 pays, est-ce que cette notification est conforme aux droits fondamentaux protégés par le droit de l'Union européenne? Donc il y a eu une transmission par le Conseil d'État de cette question préjudicielle. On va attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque le Conseil d'État a relevé que l'obligation de déclaration de soupçons qui pèse sur les avocats constitue une ingérence dans leur droit au secret professionnel. Également, la loi de finances 2022 va mettre en place une restriction du droit de communication de l'administration fiscale auprès des opérateurs de communication électronique et des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet aux seules infractions les plus graves, donc les infractions qui peuvent donner lieu seulement aux poursuites pénales pour fraude fiscale. Enfin, toujours dans le cadre de la loi de finances, pour 2022, on a la prorogation du dispositif des aviseurs fiscaux qui permet de rémunérer les informateurs qui vont donner des informations justement et des renseignements sur les manquements les plus graves, notamment en matière de fraude fiscale. Également, actualité jurisprudentielle, c'est sur le savoir si l'abus de droit peut être caractérisé pour inaction du contribuable, puisque le Conseil d'État a justifié qu'il y avait abus de droit pour une société qui, contrairement à ses filiales, n'avait pas modifié sa date de clôture de son exercice et avait ainsi conservé l'avantage découlant de son ancien plafonnement de la quote-part de frais et charges du régime Murphy. Donc on voit par cet arrêt qu'il est possible de constituer un abus de droit pour inaction, même si c'est un jugement inédit qui devra être confirmé par la jurisprudence. Enfin, dernière mesure en matière de contrôle et contentieux fiscal, c'est cette circulaire du 4 octobre 2021 qui est relative à la lutte contre le contrôle contre la fraude fiscale et qui donne des instructions concrètes et pratiques aux procureurs pour les aider à aborder au mieux les dossiers fiscaux et également pour améliorer le traitement pénal. Donc c'est assez intéressant de voir dans cette circulaire et les annexes toutes les répartitions des compétences entre les différentes juridictions qui vont intervenir dans la lutte contre la fraude fiscale, les stratégies d'enquête qui doivent être déployées, notamment la communication de vrais PV d'audition avec toutes les questions à poser dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude fiscale, et également des précisions en matière de détermination du mode de poursuite adopté pour renforcer cette répression de la fraude fiscale. On peut passer maintenant aux évolutions futures et au futur de la fiscalité sur les années qui vont suivre. On a d'abord bien sûr la mise en place du cadre inclusif et du projet sur la réforme du système fiscal international et l'adoption par la majorité des pays
de l'OCDE de 2 piliers de réforme du système fiscal international pour résoudre les nouveaux défis fiscaux liés à l'économie digitale. On rappelle, sans rentrer plus en profondeur dans les dispositifs, qu'il y a 2 piliers. L'un qui est pour permettre l'imposition des plus grandes entreprises multinationales qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros, qui vient en lien avec la suppression de la taxe sur les services numériques. On aurait normalement une entrée en vigueur de ce premier pilier à compter de 2023 et une évaluation dans les 7 ans après l'adoption de ce premier pilier pour abaisser potentiellement le chiffre d'affaires de ce premier pilier à un chiffre d'affaires à 10 milliards d'euros. Et je rappelle que ce premier pilier permet de l'imposition des plus grandes entreprises dans les pays sur les marchés sur lesquels elles opèrent. Ensuite, à côté de ça, on a un deuxième pilier qui permet la mise en place d'un taux d'imposition minimum mondial des grandes multinationales également. C'est ce taux de 15% qu'on a vu passer un peu partout, en rappelant qu'il y a un champ d'application assez strict et qu'il y a plusieurs règles d'application qui ne sont pas encore complètement adoptées et il faudra voir un petit peu la suite des négociations pour voir comment va s'appliquer ce taux effectif minimum d'imposition de 15%. Pour le moment, ce pilier numéro 2 est composé de plusieurs éléments, notamment les règles GLOBE qui visent les entreprises multinationales qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros, tout en sachant que certains États peuvent prendre en compte certaines règles dites primaires ou secondaires et peuvent exclure ou inclure les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à ce seuil de 750 millions d'euros. Il y a plusieurs règles applicables, notamment sur l'application du taux effectif d'imposition de 15% ou sur les règles relatives aux paiements insuffisants imposés, afin qu'il y ait une répartition des impôts entre les différents pays d'activité des groupes multinationaux. Il y a également une autre règle qui est la règle d'assujettissement à l'impôt qui va permettre aux États sources un droit d'imposition sur certains paiements. Et on estime qu'il pourrait y avoir une entrée en vigueur de ces règles également à partir de 2023, même s'il y a encore, comme je l'ai dit, plusieurs éléments, des éléments très importants qui sont en cours d'élaboration pour avoir une adoption massive du pilier 1 et du pilier 2 de cette réforme du système fiscal international. Pour faire suite, on voit que même le G20 a adopté cette nouvelle politique fiscale et a appelé à la poursuite de ces travaux pour avoir cette entrée en vigueur en 2023. En contrepartie, plusieurs pays ont signé un accord politique, notamment avec les États-Unis et dont la France, pour que, en contrepartie de l'adoption de ces piliers 1 et 2, il y ait la suppression de la taxe sur les services numériques. Donc sur la période transitoire entre 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, on devrait avoir une période transitoire sur ces dates et avoir la suppression de la taxe sur les services numériques en France à compter de la prise d'effet du pilier 1. Et avec, dans le cadre de cette période transitoire, des mécanismes de crédit d'impôt pour limiter l'imposition. En contrepartie, les États-Unis ont engagé à supprimer certains droits de douane sur les importations en provenance des 5 pays partenaires, dont la France. On a également l'adoption de la directive DAC7 par le Conseil de l'Union européenne et qui permet en fait à étendre les règles de transparence fiscale de l'Union européenne aux plateformes numériques pour s'assurer des applications des règles fiscales, notamment en matière d'impôt sur le bénéfice et de TVA. Pour l'activité digitale, donc pour les activités commerciales réalisées par des intermédiaires de ces plateformes numériques. Ainsi, les plateformes numériques vont être tenues de déclarer à l'administration fiscale un certain nombre d'opérations sur leurs clients et les revenus générés au titre de chaque année civile avant le 31 janvier de l'année suivante. Et c'est une première déclaration qui va s'être effectuée normalement le 31 janvier 2024 au titre des opérations de l'année 2023. On a vu dans le cadre de la loi de finances 2022 que la France s'est engagée à adopter ces mesures pour une application à partir du 1er janvier 2023. Également en matière de fiscalité internationale et sur le futur de la fiscalité internationale, on a cette nouvelle directive CBCR publique qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne et qui prévoit une obligation pour les grands groupes multinationaux de publier chaque année un CBCR, mais cette fois-ci un CBCR public qui va contenir un rapport indiquant leurs bénéfices ainsi que leurs impôts dus et payés. Là, on vise toujours les sociétés multinationales avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros. On aura une déclaration qui va être à peu près la même que dans le cadre du CBCR fiscal qui existe déjà maintenant, mais qui sera rendue publique, avec une déclaration effectuée dans un délai maximal de 12 mois à compter de la clôture du bilan. Alors bien sûr, comme c'est des déclarations publiques, dans ce cas-là, il y a des possibilités de faire jouer des clauses de sauvegarde temporaires pour justement empêcher la publication d'informations trop sensibles, et ça sera des informations qui pourront être non publiées dans un délai maximal de 5 ans, tout en sachant que selon le lieu de situation des filiales, il est possible qu'on ne puisse pas bénéficier de cette clause de sauvegarde. Et par principe, cette directive devrait être transposée dans les États membres en 2023 pour une application au plus tard à la date d'ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024. Donc voilà, on a terminé sur les présentations des mesures de la loi de finances pour 2022 et de l'actualité jurisprudentielle 2021. On va juste
rappeler 4 jurisprudences qu'on a vues dans le cadre de notre présentation et qui sont des opportunités de réclamation. Cette possibilité sur la restitution de l'impôt sur les sociétés et l'imputation d'un crédit d'impôt étranger, puisque l'imposition de la quote-part de frais et charges correspond à un montant d'impôt français qui permet l'imputation d'un crédit d'impôt étranger. Donc dans ce cas-là, les entreprises peuvent demander l'imputation de l'impôt acquitté à l'étranger en application de la convention fiscale lors de la cession des titres de participation sur leur montant de l'impôt qui résulte de la taxation en France de leur quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut de la plus-value de cession. Également, la jurisprudence sur les cessions de titres reçus en contrepartie d'un apport à une société en difficulté et la possibilité d'introduire une réclamation contentieuse pour les entreprises qui auraient limité la déduction de leur moins-value de cession alors que l'augmentation du capital de la filiale n'avait pas donné lieu à une émission nouvelle. On a également vu la question de la taxe sur les bureaux en Île-de-France et la possibilité de réclamer la taxe afférente à l'année 2020 pour la partie qui aurait été soumise à la taxe sur les voies de circulation interne attenantes aux surfaces de stationnement qui ont été consacrées par le Conseil d'État comme non taxables. Et enfin, dernière opportunité, c'est dans le cadre de mesures de la loi de finances rectificative pour 2021 et le dispositif temporaire de report en arrière des déficits, puisqu'il y avait la possibilité d'opter jusqu'au 30 septembre 2021 pour l'imputation du premier déficit constaté au titre d'un exercice clos à compter du 30 juin 2020 jusqu'au 30 juin 2021 sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et le cas échéant sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice, ce qui permet en fait d'introduire une réclamation contentieuse et d'opter pour le report en arrière du déficit pour les entreprises qui, suite au dépôt d'une déclaration rectificative dans le délai de réclamation ou à la suite d'un contrôle fiscal, voient apparaître que le résultat du premier exercice clos au cours de cette période devient déficitaire et que le déficit de cet exercice est accru, ou que le déficit de cet exercice a augmenté. Il y a également la possibilité, dans le cadre d'un dépôt de déclaration rectificative dans le délai de réclamation, si ce dépôt de déclaration rectificative a pour effet de faire apparaître un bénéfice ou de rehausser ce bénéfice sur lesquels vous auriez pu imputer ou vous auriez pu imputer partiellement ce déficit que l'entreprise avait constaté au titre du premier exercice déficitaire, au titre de la période mentionnée. Alors voilà, on a terminé avec cette vidéo de présentation de la loi de finances pour 2022 et de l'actualité jurisprudentielle sur l'année